Le front de l'Est a été le théâtre le plus brutal de la Seconde Guerre mondiale. Sur ce territoire, où se sont déroulées les batailles les plus sanglantes, 27 millions de Soviétiques, 6 millions d'Allemands et d'alliés de l'Axe, ainsi que des millions de civils ont perdu la vie. Ce fut un conflit sans répit, marqué par la haine, les représailles et une cruauté sans limite. Dès l'invasion nazie en 1941, Hitler ordonna l'extermination systématique des Soviétiques, appliquant la politique de la terre brûlée. Mais lorsque l'armée rouge commença à regagner du terrain, la vengeance fut impitoyable. Près d'1 million de soldats allemands capturés moururent dans des camps soviétiques, victimes de la faim, du froid ou de la brutalité de leurs geôliers. Dans des batailles comme Stalingrad, Leningrad et l'opération Bagration, les nazis furent encerclés et anéantis sans pitié. Les partisans, souvent des femmes, exécutèrent les soldats ennemis avec une froideur glaçante. Lors des dernières semaines de la guerre, même des prisonnières allemandes furent victimes de tortures et de représailles. La vengeance soviétique. Le traitement brutal des prisonniers allemands sur le front de l'Est. Hitler n'était pas préparé à ce qu'il trouva sur le front de l'Est. Le froid extrême, la résistance de l'armée soviétique et les attaques constantes des partisans transformèrent l'avancée vers Moscou en un supplice. Des milliers de soldats nazis moururent de manque de nourriture, de basses températures et d'embuscades. Cependant, pour beaucoup, ces dangers furent préférables à ce que vécurent ceux qui tombèrent prisonniers. La population soviétique, pleine de colère pour ce qu'elle avait souffert, n'eut aucune pitié pour eux. Dès le début de l'invasion, Hitler ordonna à ses troupes d'éliminer quiconque pouvait être vu comme un ennemi, y compris des civils. Sur leur chemin, les troupes allemandes détruisirent des villages, anéantirent des familles et réduisirent des villes en ruine. Contrairement au traitement qu'elles réservaient ailleurs, en territoire soviétique, elles ne laissèrent rien debout. De plus, dans leur retraite, elles appliquèrent à la politique de la terre brûlée, incendiant des cultures, détruisant des bâtiments et exécutant ceux qu'elles trouvaient. Mais lorsque l'armée rouge commença à regagner du terrain, la souffrance que l'Allemagne avait causée se retourna contre elle. Les atrocités nazies restèrent gravées dans la mémoire des Soviétiques, qui n'eurent pas besoin de discours de propagande pour haïr leurs ennemis. Beaucoup des soldats qui combattirent contre l'Allemagne avaient perdu des êtres chers et vu leurs foyers en ruine. L'URSS supporta le plus grand nombre de pertes humaines, avec plus de 27 millions de morts. Plein de rage, des milliers de jeunes soviétiques s'enrôlèrent dans l'armée avec le désir d'expulser l'ennemi. Staline appliqua également la tactique de la terre brûlée, ordonnant la destruction des ressources essentielles pour que les Allemands ne puissent pas en profiter. Pour accomplir ce plan, des groupes spéciaux furent formés, capables d'éliminer quiconque était vu comme une menace. Ces bataillons incendièrent des villages, réduisirent des écoles en cendres et mirent fin à la vie de milliers de prisonniers considérés dangereux pour le régime. Les Allemands capturés furent placés sous la garde de la police secrète, chargée de les transférer dans des camps de détention à l'intérieur du pays. Cependant, le manque de moyens de transport fit que la majorité fut obligée de parcourir de grandes distances à pied dans des conditions extrêmes. En Ukraine et en Biélorussie occidentale, 60 000 furent déplacés de cette manière. Selon les registres, plus de 9 800 furent exécutés en prison, 1443 moururent en chemin, 59 furent abattus en tentant de s'échapper, 23 périrent dans des bombardements et 1157 périrent pour d'autres raisons. Parmi eux, il n'y avait pas seulement des soldats, mais aussi des prisonniers politiques emprisonnés avant la guerre. Au total, près d'1 million de soldats nazis perdirent la vie sous garde soviétique. Sur les 90 000 capturés après la bataille de Stalingrad, à peine 5 000 réussirent à retourner en Allemagne. Pour comprendre ce massacre, il est essentiel de considérer que les autorités soviétiques ne voyaient pas seulement la cruauté envers les prisonniers allemands comme une violation des traités ou des crimes de guerre, mais comme un devoir envers leur nation, éradiquer les fascistes du monde. À mesure que la guerre avançait, les dirigeants politiques de l'armée rouge tentèrent de restreindre l'exécution des prisonniers, car ils pouvaient être utiles comme source d'information. Cependant, ces tentatives furent vaines. En plein combat, ni soldats ni commandants ne se préoccupaient de capturer les ennemis.
Des cas furent documentés où les prisonniers furent poignardés ou étranglés jusqu'à la mort. Ne pouvant empêcher que leurs troupes tuent les Allemands rendus, l'armée rouge opta pour une solution administrative. Elle ordonna à ses officiers de, au moins, tenir un registre des armes et objets personnels pris sur les cadavres nazis. Le siège de la mort, Leningrad 1941-1944. En août 1941, les troupes allemandes lancèrent une attaque contre Leningrad. Durant les 3 mois suivants, connus comme les mois noirs, 400 000 personnes se consacrèrent à ériger des défenses, tandis que la lutte continuait. De plus, 160 000 citoyens rejoignirent les rangs de l'armée rouge. Dans toute la ville, des bataillons furent organisés avec des ouvriers et même des groupes d'étudiants, qui collaborèrent en creusant des tranchées pour la bataille imminente. Le 7 septembre, la 20e division motorisée d'Allemagne conquit Schlisselbourg, bloquant l'accès terrestre à Leningrad. Ils coupèrent également les voies qui reliaient à Moscou et, avec l'aide finlandaise, prirent le chemin de fer vers Mourmansk. Ainsi commença un siège qui s'étendrait sur plus de 2 ans. Ce siège est considéré comme l'un des plus dévastateurs de l'histoire, avec un impact humain immense en raison du nombre de morts. On estime qu'environ 1,5 million de personnes périrent comme conséquence directe du blocus, le transformant en un massacre perpétré par les envahisseurs. Lorsque Hitler confirma que Leningrad était complètement isolé, il ordonna sa destruction totale, sans accepter de reddition. Le 9 septembre, le groupe d'armée Nord lança l'assaut final, parvenant à avancer 11 km en 10 jours. Cependant, l'avancée vers le centre devint de plus en plus lente et le coût en vies augmenta. Impatient, Hitler changea de stratégie. Au lieu de prendre la ville par la force, il décida de la soumettre à la famine. Le groupe d'armée centre, pendant ce temps, fut immobilisé par d'intenses attaques soviétiques, notamment l'offensive d'Ielnia, où les nazis subirent leur première défaite tactique majeure. Cette victoire éleva le moral de l'armée rouge. Face à ces contretemps, Hitler opta pour se concentrer à nouveau sur la conquête de Moscou, ordonnant que les 3e et 4e armées Panzer abandonnent le siège de Leningrad pour renforcer l'offensive vers la capitale soviétique. Les combattants soviétiques, dont beaucoup avaient des proches piégés à Leningrad, ne permettraient pas aux Allemands de triompher. De nombreux actes héroïques émergèrent durant cette phase de la guerre. L'un des plus remarquables fut accompli par Emir Lumanov, lieutenant supérieur d'origine criméenne dans l'armée rouge. Grâce à sa maîtrise de l'allemand, il s'infiltra en territoire ennemi le 20 juillet 1981. Se faisant passer pour officier nazi, il inspecta une unité ennemie, parvenant à ce que les soldats remettent leurs armes pour s'identifier. Une fois désarmé, il captura toute la compagnie et, ne trouvant pas d'officiers avec des informations utiles, ordonna leur exécution face à un mur de briques. Peu après, les nazis assiégèrent Leningrad et Lumanov prit le commandement d'un bataillon dans l'offensive d'Ielnia. Durant août 1941, les affrontements à Ielnia furent extrêmement féroces. Le 11 août, il reçut l'ordre d'avancer avec son bataillon et d'expulser les nazis des pentes occidentales. En une journée, ils éliminèrent 200 ennemis. En continuant d'avancer, ils capturèrent 4 canons anti-chars et 2 chars allemands. Le 31 août, son bataillon affronta une grave pénurie de munitions et de nourriture, mais continua de combattre. En infériorité numérique, ils combattirent pendant 4 jours jusqu'à briser le siège. Cependant, Lumanov tomba au combat le 5 septembre 1941. Durant le combat, il parvint à ôter la vie à de nombreux soldats ennemis. Le piège en Biélorussie, le jour J soviétique. Loin des côtes atlantiques, au plus profond des denses forêts biélorusses, les soviétiques préparaient un coup décisif contre les troupes allemandes. Tandis qu'en Normandie, le 6 juin 1944, les Alliés combattaient férocement pour prendre les plages et éliminer les positions défensives de l'ennemi, l'armée rouge organisait une offensive massive conçue pour anéantir les forces nazies à l'Est. Cette opération, nommée Bagration en l'honneur du général russe Piotr Bagration, qui affronta Napoléon, visait à écraser le groupe d'armées centre et à accélérer la chute du Troisième Reich. L'idée de cette offensive naquit à la conférence de Téhéran, où Joseph Staline, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt s'accordèrent pour coordonner des attaques sur différents fronts afin d'affaiblir l'Allemagne. Avec la Wehrmacht détournant des forces vers la France pour contenir le débarquement allié,
Le moment était parfait pour lancer une attaque dévastatrice en Biélorussie. Staline planifia de traverser un terrain difficile composé de marécages, de rivières et de forêts denses, afin de surprendre les troupes allemandes et d'éliminer toute possibilité de résistance organisée. Le 22 juin 1944 devint le jour J soviétique. Plus de 2 millions de soldats, soutenus par plus de 5000 chars et 7000 avions, avancèrent furtivement à travers les forêts de Biélorussie dans ce qui fut la manœuvre de tromperie la plus élaborée de la guerre. Connue sous le nom de Maskirovka, terme russe pour camouflage, cette stratégie impliqua le déplacement de convois durant la nuit sans lumière, l'émission d'ordres avec des semaines d'anticipation pour éviter leur détection et l'utilisation de diversions en Ukraine pour tromper les avions de reconnaissance ennemis. De plus, l'aide de 270 000 partisans soviétiques fut cruciale pour semer le chaos et affaiblir les positions allemandes avant l'attaque principale. Le 23 juin, l'offensive commença avec plusieurs attaques contre l'infrastructure ennemie. Bien que certaines tentatives de sabotage furent contrées et les partisans capturés ou éliminés, d'importants progrès furent réalisés. Des routes d'approvisionnement, des ponts et des réseaux ferroviaires furent détruits, rendant la mobilité allemande difficile. Un succès clé fut la création d'un corridor de 27 km de long par la brigade Zelezniak, permettant l'avancée rapide des troupes soviétiques. Pendant ce temps, les 34 divisions allemandes, totalisant environ 800 000 soldats, se trouvaient dans une situation critique. La moitié de leurs forces était composée de recrues inexpérimentées et de personnel non combattant. Mal équipés, avec une pénurie de carburant et sans renforts en vue, les Allemands savaient qu'une attaque était imminente, mais ignorèrent la direction exacte d'où viendrait le coup. Sans préparation suffisante et avec leur structure défensive affaiblie, la Wehrmacht était sur le point de subir l'une des défaites les plus écrasantes de toute la guerre. L'historien Karl-Heinz Frieser décrivit la guerre sur le front de l'Est comme la guerre du pauvre, reflétant la situation désespérée de la Wehrmacht. Dès le début de l'offensive soviétique, le 23 juin 1944, les lignes allemandes furent détruites en 6 secteurs distincts par les attaques incessantes de l'armée rouge. Des milliers de soldats allemands se retrouvèrent piégés en différents points, affrontant des assauts constants des troupes soviétiques. Sans renfort, approvisionnement ou carburant suffisant, la défense allemande commença à s'effondrer. Après avoir écrasé 2 bataillons ennemis, les soviétiques parvinrent à traverser la rivière Dvina, avançant vers la ville stratégique de Vitebsk. Cependant, l'état-major allemand croyait toujours que cette attaque n'était pas la principale et que l'offensive réelle viendrait d'Ukraine. Malgré la situation catastrophique, Hitler refusa de permettre la retraite de ses troupes. La Wehrmacht, de plus en plus fragmentée, opérait de manière isolée, sans possibilité de coordonner une réponse efficace. Pendant ce temps, les Soviétiques resserrèrent le siège sur Minsk, laissant les Allemands sans issue. La destruction des troupes nazies en Biélorussie atteignit une ampleur supérieure même à la débâcle subie à Stalingrad. Les Soviétiques attendaient seulement que les Allemands déplacent leurs quelques réserves du nord et du sud, ce qui garantirait une victoire encore plus écrasante. Tandis que l'armée rouge avançait sur la Biélorussie, en Pologne, la résistance de l'Armia Krajowa lançait le soulèvement de Varsovie le 1er août 1944. Staline, convaincu que la Biélorussie était sécurisée, décida de diriger son offensive vers la capitale polonaise. Cependant, une grave erreur stratégique exposa les blindés soviétiques qui avançaient parallèlement à la rivière Vistule, les rendant vulnérables. Profitant de cette faiblesse, le maréchal allemand Walter Model organisa une contre-attaque avec des forces blindées. En à peine 48 heures, les soviétiques subirent une défaite dévastatrice, car leur offensive s'effondra faute de carburant, permettant aux Allemands de lancer une contre-attaque brève mais efficace. Avec l'armée rouge épuisée et la résistance polonaise anéantie, les Allemands parvinrent à se regrouper temporairement au centre de la Biélorussie. Bien que Minsk et Babruisk fussent déjà aux mains soviétiques, Staline ordonna la fin de l'opération Bagration en raison de l'impossibilité d'avancer immédiatement. Cependant, le succès apparent des Allemands était éphémère. À partir de ce moment, la Wehrmacht ne put que se retirer dans une tentative désespérée de freiner l'avancée soviétique inexorable vers Berlin. En seulement 58 jours, le Troisième Reich perdit 350 000 soldats,
Un coup dévastateur qui scella le destin de l'Allemagne sur le front de l'Est. Les forces nazies furent expulsées de Biélorussie, de l'Est de la Pologne, du sud de la Lettonie, de la moitié de la Lituanie et de la province de Galizia en Ukraine. Cependant, l'armée rouge n'arrêta pas son offensive en raison des énormes pertes, mais parce que ses lignes d'approvisionnement commençaient à s'allonger trop, rendant difficile le ravitaillement des troupes. Après avoir réorganisé ses forces en 1944, les Soviétiques reprirent l'initiative et, avec de nouvelles attaques, parvinrent à avancer jusqu'en Pologne. À partir de là, l'objectif suivant était Berlin. L'opération Bagration ne détruisit pas seulement le groupe d'armées centre, mais assura également le chemin pour l'offensive finale qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La mort entre les mains des femmes, Allemands assassinés sur le front. Lorsque les nazis envahirent l'Union soviétique, ils n'imaginèrent jamais qu'ils affronteraient un nombre aussi significatif de femmes au sein de l'armée rouge. Pour beaucoup d'entre eux, le simple fait de combattre des femmes était inconcevable, tandis que pour d'autres, cela éveillait des pulsions primitives et sombres. Plus de 800 000 femmes servirent dans les rangs soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale, se distinguant dans de multiples rôles de combat. Parmi les plus redoutés figuraient les pilotes de bombardement nocturnes, surnommés sorcières de la nuit, et les redoutables tireuses d'élite comme Lyudmila Pavlichenko et Rosa Chanina. Entre 1941 et 1945, environ 2484 tireuses d'élite soviétiques furent envoyées au front, parvenant à éliminer plus de 11 280 ennemis. Lorsque l'Allemagne lança son attaque contre l'URSS le 22 juin 1941, des milliers de femmes se rendirent au centre de recrutement pour s'enrôler, mais la majorité fut rejetée faute d'expérience militaire. Cependant, après les pertes dévastatrices de l'opération Barbarossa, la nécessité de soldats obligea à changer de stratégie, et les femmes commencèrent à recevoir plus d'opportunités sur le front. Le haut commandement soviétique autorisa leur entrée dans diverses zones, des unités médicales aux bataillons de combat. Malgré cela, plus de 50% des recrues furent assignées à la zone sanitaire au sein de l'armée. Elles devinrent 41% du personnel médical sur le front de bataille et la totalité du personnel d'infirmerie. Ces femmes accomplissèrent leurs tâches dans des conditions extrêmes, avec un risque de mort constant. En fait, le personnel sanitaire fut le deuxième avec le plus de pertes au combat, juste après l'infanterie. Beaucoup d'entre elles furent reconnues comme héroïnes de l'Union soviétique et, après la guerre, reçurent l'affection et le respect de leur communauté. Cependant, d'autres trouvèrent un destin bien plus tragique. Au total, près de 6 millions de femmes soviétiques perdirent la vie durant la guerre, dont environ 2,5 millions faisaient partie de la résistance partisane contre l'occupation nazie. Souvent, les soldats allemands ne virent jamais le visage de ceux qui leur donnèrent la mort. Les tireuses d'élite soviétiques n'avaient pas seulement une précision exceptionnelle, mais savaient également se camoufler parfaitement et attendre le moment idéal pour tirer. Plus de 2000 femmes furent formées comme tireuses de précision et envoyées sur les fronts les plus dangereux. Sans soutien proche, elles passaient des heures immobiles, cachées dans la végétation ou les décombres, attendant l'instant parfait pour abattre l'ennemi. Un cas extraordinaire est celui de Tania Baramzina, une ancienne maîtresse de maternelle qui, sur le front biélorusse, élimina 16 soldats ennemis avant de se lancer en parachute derrière les lignes nazies où elle en abattit 20 autres. Durant une mission, elle se retrouva piégée dans une tranchée tandis qu'elle secourait des camarades blessés. Voyant approcher les 3 premiers soldats allemands, elle ouvrit le feu avec sa mitrailleuse et les abattit sur le champ. D'autres ennemis arrivèrent, mais elle continua de tirer jusqu'à être à court de munitions. Sans munitions et sans moyen de s'échapper, elle fut encerclée. 2 nazis parvinrent à entrer dans la tranchée et, après l'avoir brutalement battue, la traînèrent par les cheveux. Puis ils commencèrent à la torturer sans pitié, la poignardant avec des baïonnettes, tandis qu'elle leur criait qu'ils paieraient pour leurs crimes. L'un des soldats décida de mettre fin à sa vie d'une manière horrible. Il utilisa un fusil anti-char, conçu pour perforer des blindages d'acier, et lui tira à bout portant. Lorsque ses camarades trouvèrent son corps à l'aube, elle était complètement méconnaissable. Massacre dans l'ombre, le combat et le martyre des partisans. Lorsque les armées allemandes avancèrent sur l'Union soviétique, la résistance surgit dans de nombreuses villes et villages. Hommes et femmes s'organisèrent pour s'opposer à l'ennemi.
Parmi elles, de nombreuses femmes virent dans la lutte clandestine une opportunité de défendre leur patrie, car l'armée rouge ne les acceptait pas facilement dans ses rangs. Certaines des plus courageuses et remarquables combattantes furent des jeunes qui marquèrent l'histoire par leur sacrifice. En octobre 1941, une étudiante moscovite de 18 ans, Zoya Kosmodemianskaya, rejoignit un groupe partisan. Avec ses camarades, elle s'infiltra en territoire occupé, où il sabotait l'avancée allemande en détruisant des voies de communication et en semant des explosifs sur les chemins. Le 27 novembre de cette année, Kosmodemianskaya reçut la mission d'incendier le village de Petrichevo, où logeait un régiment de cavalerie allemand. Accompagnée de Boris Krainov et Vassili Klubkov, elle incendia 3 habitations avant de tenter d'enflammer une 4e. À ce moment, elle fut capturée alors qu'elle opérait seule. Après son arrestation, elle fut soumise à un brutal interrogatoire. Elle fut dépouillée de ses vêtements, battue sans pitié et torturée avec 200 coups de fouet. De plus, on lui brûla diverses zones du corps avec un fer rouge. Malgré la souffrance, elle refusa de dénoncer ses camarades. Le lendemain, elle fut conduite sur la place du village avec un écriteau autour du cou disant « incendiaire ». Là, sous le regard de la population locale, les nazis la pendirent. Son corps fut exposé en guise d'avertissement. Le 16 février 1942, elle fut la première femme à recevoir le titre d'héroïne de l'Union soviétique. Cependant, Kosmodemianskaya ne fut pas la plus jeune à recevoir cette décoration. Cet honneur revint à Zinaïda Portnova, une combattante biélorusse de 16 ans. En 1942, Portnova rejoignit la résistance locale et commença à distribuer des tracts soviétiques, à cacher des armes pour les soldats et à transmettre des informations sur les mouvements allemands. Avec le temps, elle apprit à manipuler des explosifs et des armes à feu, participant à des attaques contre des installations ennemies, comme une centrale électrique, une briqueterie et un dépôt de gaz. On estime que ces actions auraient pu causer la mort de plus de 100 soldats nazis. En 1943, elle obtint un emploi comme aide de cuisine dans la localité d'Obol. En août, elle empoisonna la nourriture destinée à la garnison allemande. Lorsqu'elle fut interrogée, elle nia toute implication et mangea la nourriture devant les nazis pour prouver son innocence. Comme les effets du poison tardèrent à apparaître, elle parvint à les tromper et fut relâchée. Plus tard, elle souffrit de violents maux et vomissements, mais survécut en buvant du sérum de lait. Lorsqu'elle ne retourna pas à son poste de travail, les Allemands devinrent soupçonneux et commencèrent à la chercher. Cependant, ils ne parvinrent pas à la capturer avant janvier 1944. La Gestapo l'emmena au village de Goriani pour l'interroger. Son geôlier, la croyance en défense, se relâcha trop. Dans un moment d'inattention, la jeune fille s'empara de son pistolet et l'abattit. Puis, lorsque 2 soldats alertés par les coups de feu arrivèrent, elle leur tira également dessus avant de tenter de s'enfuir. Elle courut vers la forêt, mais fut rattrapée près de la rivière. Après avoir été capturée, elle subit de brutales tortures avant d'être assassinée. Elle n'avait pas encore 18 ans lorsqu'elle perdit la vie. En 1958, elle reçut à titre posthume le titre d'héroïne de l'Union soviétique. Aujourd'hui, à Minsk, s'élève un monument en sa mémoire et plusieurs organisations de jeunesse portent son nom. Victime de la défaite, le destin des femmes allemandes à la fin de la guerre. Bien que l'Allemagne n'envoyait pas de femmes combattre directement, lorsque la guerre commença en 1939, environ 140 000 étaient liés aux forces armées. De ce groupe, 50 000 exerçaient des fonctions administratives, tandis que 90 000 étaient auxiliaires. Avec le temps, ce chiffre augmenta jusqu'à atteindre 300 000 en 1944. Leur responsabilité au sein de l'armée s'élargissait constamment, et leur présence ne se limitait pas seulement au territoire allemand. Beaucoup furent déployés dans le gouvernement général, ainsi qu'en Biélorussie, dans les pays baltes, en France occupée, en Yougoslavie et en Grèce. Parmi elles, près de 8 000 s'occupaient des communications et environ 12 500 servaient comme assistantes sur le champ de bataille. D'un autre côté, environ 130 000 femmes faisaient partie de la Luftwaffe, principalement dans des tâches administratives et auxiliaires. Cependant, avec le temps, certaines furent assignées à manier des batteries antiaériennes. Dans ce contexte, il était peu commun de trouver des femmes sur le front de bataille, et encore moins qu'elles soient capturées comme prisonnières.
Mais à mesure que la situation du Troisième Reich devenait plus désespérée, des armes furent distribuées parmi les femmes pour leur autodéfense. Dans les derniers jours de la guerre, Hitler révoqua ses positions antérieures sur la participation féminine au combat et approuva la création d'un bataillon composé exclusivement de femmes, espérant que cela influencerait positivement le moral des soldats. Il y avait également un nombre considérable de femmes rattachées à la Croix-Rouge allemande qui, étant associées aux forces armées, étaient protégées par la Convention de Genève. Dès le début du conflit, il fut établi que nulle femme en service ne devait tomber aux mains ennemies. Pour cette raison, la sécurité de ses membres reposait sur les commandants locaux, qui devaient garantir leur protection en cas de danger. Le 30 septembre 1944, face à la menace croissante de capture, un ordre fut émis pour retirer toutes les mineures de 21 ans des territoires occupés, après que certaines unités féminines eurent été capturées par les troupes soviétiques en Roumanie. Cependant, cette stratégie de repli se heurta à un dilemme: la nécessité de les maintenir en service pour réaliser des fonctions essentielles, permettant de libérer plus d'hommes pour le combat sur le front. Les prisonnières capturées par les Alliés furent regroupées de la même manière que les hommes après la reddition allemande. Plus d'une centaine restèrent détenus dans des baraquements au nord de Pilsen, où, en organisant une chorale pour chanter devant leurs gardiens, elles furent surnommées les moineaux de Pilsen. Initialement sous garde américaine, la ville passa ensuite sous contrôle soviétique, ce qui généra une urgence à décider de leur sort. Étonnamment, la majorité obtint la liberté, bien qu'après une évaluation, une opératrice de communication fut détenue en raison de ses liens avec les SS. Cependant, beaucoup refusèrent de retourner dans la zone soviétique, craignant ce qui les y attendait. On ne sait pas avec certitude quand elles quittèrent la captivité, mais on suppose que toutes furent libérées avant la fin de 1948. Dans les camps soviétiques, souvent les détenus étaient rasés et certaines furent emprisonnées. On estime qu'environ 200 moururent dans les derniers jours du conflit. Bien qu'il n'y ait pas de documents officiels à ce sujet, on croit qu'elles furent soumises à des tortures jusqu'à la mort pour les forcer à admettre leur implication dans des crimes du régime nazi. Celles qui recouvrèrent la liberté ne trouvèrent pas non plus un avenir plein d'espoir. La libération rapide de certaines les laissa exposées à une vague de représailles, dirigées contre d'anciens collaborateurs du Troisième Reich. L'hostilité envers les Allemands, ravivée par le souvenir des atrocités à Leningrad et dans d'autres villes, éclata en actes de violence incontrôlés. Les forces soviétiques, dans de nombreux cas, n'intervinrent pas tandis que ces femmes étaient brutalement battues ou lapidées par des foules enragées dans les rues. La sentence de mort dans le goulag, le traitement brutal des prisonniers allemands en Union soviétique. Lorsque les troupes de Hitler lancèrent leur attaque contre l'Union soviétique le 22 juin 1941, il existait déjà un mécanisme pour gérer les capturés au combat. Il s'agissait du goulag, un réseau de camps d'internement où les autorités avaient de l'expérience en interrogatoire et en administration de détenus. Au début de l'opération Barbarossa, l'URSS disposait de 8 centres destinés aux prisonniers de guerre, certains exclusifs pour les officiers et d'autres avec des conditions encore plus sévères. Pour faire face à l'arrivée imminente de soldats allemands, 30 installations furent établies en hâte en Ukraine et en Carélie. Cependant, en raison de l'avancée rapide de la Wehrmacht, seulement 19 restaient sous contrôle soviétique après un mois de combat. Dans les premières phases du conflit, le nombre d'Allemands aux mains de l'armée rouge fut faible, car les troupes soviétiques étaient en constante retraite. Des études allemandes réalisées après la guerre indiquent qu'à la fin de 1941, environ 30 000 soldats avaient été capturés. Parmi eux, il n'y avait pas seulement des Allemands, mais aussi des Bulgares, des Roumains et des Italiens. Le manque de soins médicaux augmenta la mortalité dans les camps, tout comme le ressentiment des soldats soviétiques et de la population locale, ce qui empêchait tout geste de compassion ou de partage supplémentaire de vivres. Non seulement les Soviétiques ressentaient du mépris envers les Allemands, les Roumains manifestaient également une profonde haine envers les officiers de la Wehrmacht. Des milliers de soldats roumains furent forcés par les nazis à combattre à Stalingrad et en d'autres points du front de l'Est. Lorsqu'ils furent capturés en 1942, l'URSS ne fit aucune distinction entre eux et les militaires allemands. Cependant,
les Roumains n'oublièrent pas le traitement reçu. Durant le transfert vers un camp de prisonniers, en traversant le Volga, plusieurs profitèrent du moment pour jeter à l'eau les officiers allemands responsables de leur souffrance, causant la mort de nombreux dans le fleuve. Au printemps 1943, les autorités soviétiques mirent en place un registre détaillé des détenus et commencèrent à les transférer dans des camps permanents situés en Ouzbékistan, Astrakhan et Karaganda. Les trajets se faisaient dans des trains saturés, en voyage pouvant durer des semaines dans des conditions inhumaines. La pénurie d'eau et de nourriture, ajoutée à la surpopulation des wagons, fit que sur les premiers 30 000 transportés, seule la moitié arriva en vie. Peu avant, la Pravda avait publié un discours de Staline, lu par des millions, ordonnant d'exterminer chaque soldat allemand ennemi. Désobéir au chef suprême entraînait la peine de mort, mais ils pouvaient également être jugés s'ils ignorèrent la Convention de Genève. Face à ce dilemme, les troupes de l'armée rouge et les agents de la police secrète optaient pour l'abandon, laissant les prisonniers périr lentement et douloureusement. L'armée rouge remporta des victoires décisives en 1944, capturant 700 000 combattants de l'Axe cette année-là, principalement dans la seconde moitié. Les camps d'internement manquèrent d'espace suffisant, de nourriture, de fournitures médicales, de vêtements et de moyens de transport. Cette crise s'aggravait lorsque, après avoir été capturés, les prisonniers étaient dépouillés de leurs biens et vêtements. Des milliers périrent dans les premiers mois de l'année en raison des basses températures, de la malnutrition, de problèmes cardiovasculaires et d'épidémies de typhus. Cette situation se prolongea en 1945 avec l'effondrement du Troisième Reich et la reddition de plus de soldats allemands et alliés. L'URSS ne montra aucune urgence à améliorer les conditions de détention ou de transfert des détenus. Entre le 1er janvier et le 13 mai 1945, les troupes soviétiques capturèrent environ 2,5 millions de prisonniers sur divers fronts. 3 ans plus tard, seul le tiers d'entre eux était encore en vie. Gottlob Biedermann, le soldat allemand captif en Lettonie. Gottlob Biedermann, officier de la 132e division d'infanterie de l'armée allemande, fut envoyé sur le front de l'Est en 1941. Il participa à des combats en Crimée, Sébastopol, Leningrad et le Bolson de Courlande. C'est dans cette dernière zone que son unité entière tomba aux mains soviétiques le 8 mai 1945. Des années plus tard, son histoire fut révélée avec la publication de ses mémoires en l'an 2000, où il décrivit avec cruauté les événements vécus sur le front de l'Est et le traitement reçu de la part de l'armée soviétique. Le premier contact avec ces geôliers fut violent. Les insignes et décorations furent arrachés sans ménagement de leurs uniformes. Alignés avec les bras en l'air, les soldats virent leurs montres et bagues leur être arrachées. Puis, les prisonniers furent forcés de marcher pendant 3 jours sans nourriture, les amenant à ingérer de l'herbe et de l'écorce d'arbres pour atténuer la faim. Au bout de ce temps, leur première ration consista en un bouillon clair de choux. Ensuite, ils furent transférés dans un camp de prisonniers à Sloka, en Lettonie, où ils furent visités par des membres d'une organisation antifasciste appelée Comité national des officiers allemands, associé au Comité national pour une Allemagne libre. Ce groupe était formé de déserteurs et de communistes allemands exilés en Union soviétique. Ils tentèrent de convaincre les captifs des bienfaits du communisme, assurant qu'ils feraient parvenir des lettres à leurs familles. Cependant, ils ne tinrent jamais leurs promesses, car il s'agissait d'un stratagème pour obtenir des informations. Plus tard, les gardes firent déshabiller les prisonniers pour examiner leur corps à la recherche de tatouages des SS, car en porter un signifiait une condamnation certaine. Bien que Biedermann n'ait pas été témoin d'exécution, il nota que ceux qui portaient ces marques furent séparés du groupe et jamais plus revus. On croit qu'ils furent assassinés dans le camp même. En juillet, le camp fut démantelé et les captifs furent répartis dans différents camps de travail. Là, Biedermann trouva des prisonniers allemands capturés en 1944 et fut frappé par leur détérioration. Il les décrivit comme des ombres humaines, avec des crânes rasés, des visages émaciés et des regards éteints. Leur peau avait une teinte grisâtre, ils marchaient avec difficulté dans des sabots de bois précaires et étaient revêtus de haillons. Bien qu'ils n'aient été en captivité que moins d'1 an, leur apparence reflétait un destin sans espoir. Le 7 novembre, les gardes soviétiques informèrent Biedermann et ses camarades
que la Wehrmacht n'existait plus, que les grades militaires avaient été abolis, et qu'à partir de ce moment, il devrait travailler pour compenser les dommages que les fascistes avaient causés en Union soviétique. Il n'y a pas de registre exact sur le nombre de prisonniers tombés aux mains soviétiques durant la guerre. Les chiffres rapportés tant par l'Allemagne que par l'URSS montrent des divergences significatives, ce qui rend difficile d'obtenir un nombre précis. Cependant, des estimations suggèrent que le total de prisonniers aurait pu dépasser le million. Beaucoup de soldats allemands sous garde soviétique, y compris Biedermann, furent progressivement libérés en 1948. Durant son temps comme captif, il fut transféré dans divers camps, de la Lettonie à la Sibérie, et plus tard dans un centre de travaux forcés à Gagrilovo, dans la région du Caucase. Un jour, lui et une cinquantaine d'autres prisonniers furent rassemblés et montés dans un train sans que personne ne leur indique leur destination. Au début, ils pensèrent qu'ils étaient simplement transférés dans un autre camp, mais en notant que la direction du voyage les menait vers l'ouest, ils commencèrent à espérer. Après environ 7 jours de trajet, ils arrivèrent à la gare finale à Francfort, près de l'Oder. En descendant du train, on leur ordonna de se mettre en rang et de poser toutes leurs affaires au sol. Des représentants des autorités allemandes et des alliés inspectèrent méticuleusement les objets de chaque prisonnier. Biedermann passa l'inspection sans problème, mais un lieutenant qui se trouvait à côté de lui portait une boîte en bois bien fermée. L'un des officiers en charge de l'inspection brisa le sceau et trouva à l'intérieur une croix de fer. En conséquence, le lieutenant fut renvoyé dans le train et transféré ailleurs. Il ne foula à nouveau le sol allemand que de nombreuses années plus tard. Le cauchemar qui ne finissait pas, allemand après la Seconde Guerre mondiale. En raison du niveau de dévastation que l'Allemagne nazie laissa sur le sol soviétique, la restauration du pays s'attendait prolongée. Staline avait déclaré à plusieurs reprises qu'après la reddition de l'Axe, les prisonniers de toute nation ennemie affronteraient des années de travaux forcés sans exception. La participation de ces personnes dans l'économie soviétique avait été mentionnée dans des communiqués officiels de Moscou depuis au moins 2 ans auparavant. Durant la conférence de Téhéran, à la fin de 1943, Staline exprima qu'il aurait besoin de 4 millions de prisonniers comme main-d'œuvre pendant une longue période. En l'été de 1944, ce chiffre augmenta à 5 millions pour au moins une décennie, une demande qu'il répéta lors de réunions avec les autres dirigeants alliés. Le 16 décembre 1944, un ordre général fut émis, stipulant que tout homme allemand entre 17 et 45 ans, ainsi que toutes les femmes de 18 à 30 ans dans les zones du sud-est européen qui seraient récupérées de l'Axe et seraient en état de travailler, seraient déportées en Union soviétique. En à peine 8 semaines, 110 000 personnes furent sélectionnées et transportées, et 100 000 autres de l'Allemagne occupée s'ajoutèrent à cette déportation dans les premiers mois de 1945. Un destin similaire attendait les prisonniers de guerre allemands capturés par les forces soviétiques. Seuls 100 000 furent exemptés pour raisons de santé, d'âge ou d'extrême jeunesse. Le reste fut regroupé dans environ 60 camps de concentration en Pologne et dans l'est de l'Allemagne avant leur transfert en URSS, un processus qui culmina en octobre 1945. De plus, de nombreux prisonniers furent envoyés dans des localisations stratégiques dans d'autres régions, où les ressources naturelles étaient clés, comme à Jakimov, en Tchécoslovaquie, où ils furent forcés d'extraire de l'uranium pour l'industrie nucléaire soviétique. Initialement, Staline avait indiqué que les prisonniers seraient retenus jusqu'à ce que la reconstruction soit complète, une période qu'il avait lui-même estimée à 15 ans. Cependant, dans la pratique, l'URSS commença à libérer la majorité des captifs de l'Axe entre mai 1945 et la fin de 1949, ce qui restait une période bien plus longue que celle des autres alliés. La plupart des libérés étaient des personnes âgées, malades ou sans capacité de travail. Le 6 juin 1945, il fut établi que toute future rapatriation nécessiterait l'approbation du Politburo et remplirait des critères spécifiques. À ce moment, la police secrète avait déjà enregistré 225 000 soldats allemands et autrichiens internés dans des hôpitaux ou des camps de concentration qui ne pouvaient pas effectuer de travaux forcés. Cependant, les officiers restèrent exclus de ce bénéfice et demeurèrent captifs. En août, un total de 708 055 prisonniers furent identifiés comme aptes à la libération,
dont 412 000 étaient allemands, à nouveau sous la condition qu'ils soient incapables d'effectuer des tâches laborieuses. Mais que se passa-t-il avec le reste? Bien que les Soviétiques voulaient se débarrasser des prisonniers considérés inutiles pour le travail, ils cherchaient également à empêcher la libération de ceux identifiés comme opposants idéologiques. Toute personne avec des inclinations anti-soviétiques potentielles devait rester en captivité sous une justification crédible. Avec l'objectif d'optimiser la capacité de travail des captifs, Sergueï Krouglov, dans son rôle de chef du ministère du Développement, suggéra un programme permettant la rapatriation de 150 000 personnes incapables d'effectuer des tâches physiques. De plus, il proposa d'augmenter de 10% l'alimentation du reste afin d'accroître la productivité. Les témoignages allemands sur leurs temps en prison décrivent l'ambiance de pénurie qui dominait les 2500 camps à l'intérieur du territoire soviétique. Cependant, ils indiquent également que cette crise ne se limitait pas aux captifs, mais affectait également la population civile proche. Le pays faisait face à une pénurie généralisée de nourriture, car la guerre avait dévasté sa capacité de production. Parmi les maladies les plus courantes, la dysenterie était fréquente, aggravant encore les conditions des détenus. Les récits de prisonniers détaillent comment la faim modelait leur comportement. Ils accumulaient de la nourriture dès qu'ils le pouvaient, évitaient d'ingérer certains produits malgré le désespoir et développèrent des méthodes pour voler ou échanger des aliments dans le camp. La nécessité extrême se manifestait également par la lenteur avec laquelle ils réalisaient toute activité. Le désir d'échapper à cette réalité poussa plusieurs prisonniers à s'infliger des dommages physiques lorsqu'ils découvrirent que les malades et ceux qui ne pouvaient pas travailler étaient renvoyés. Certains allèrent jusqu'à se mutiler, se coupant les doigts ou endommageant leurs yeux dans l'intention de perdre la vue. D'autres optèrent pour des tactiques moins évidentes, comme ingérer de grandes quantités de sel pour provoquer un gonflement et simuler une grave maladie. On croit que certains parvinrent à leur objectif et furent rapatriés, bien que beaucoup perdirent la vie dans la tentative. Le front de l'Est ne fut pas seulement le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi celui qui laissa les cicatrices les plus profondes dans l'histoire. À mesure que la guerre avançait, le conflit devint de plus en plus cruel, et la vengeance devint un facteur déterminant dans le destin de milliers de soldats allemands. En 1944, la Wehrmacht était au bord de l'effondrement. L'opération Bagration, avec plus de 350 000 pertes allemandes, fut le coup décisif qui marqua le début de la fin du Troisième Reich à l'Est. Les offensives soviétiques ne détruisirent pas seulement des divisions entières, mais transformèrent les soldats allemands en proie du désespoir, sans approvisionnement ni possibilité de s'échapper. Cependant, pour beaucoup, la mort au combat aurait été un destin plus clément. Les prisonniers capturés furent envoyés dans des camps de travail forcés, où le froid, la faim et les maladies eurent raison de centaines de milliers d'entre eux. La cruauté ne fut pas l'apanage de l'armée rouge. Des tireuses d'élite, des partisans et des civils participèrent à des exécutions sommaires. Pour les rares qui parvinrent à rentrer chez eux, la guerre ne prit jamais vraiment fin. Ils restèrent marqués par l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. L'hiver de 1945 marqua la fin de la guerre sur le front de l'Est, mais les conséquences de la violence et de la souffrance persistèrent pendant des décennies.